Yo, salut à tous, comment ça va? Alors on se retrouve encore une fois aujourd'hui pour le fameux format d'Inumitsu, le format où je réponds à toutes vos questions. Et il y en a peut-être certains d'entre vous qui s'en souviennent, mais la dernière fois, dans le dernier d'Inumitsu, je vous avais dit que pour le prochain d'Inumitsu, pour celui-ci, je vous emmènerai vraiment dans un endroit exceptionnel. Et écoutez, je pense que j'ai plutôt tenu mes promesses parce qu'aujourd'hui, nous sommes donc à Okinawa. Alors Okinawa, je pense que maintenant vous connaissez, ce sont donc les îles qui sont tout au sud du Japon. Et pourquoi je suis là aujourd'hui? Tout simplement parce que j'ai un ami qui s'appelle Vincent, qui est dans le milieu entertainment, dans le milieu de la télévision japonaise depuis au moins 20 ans, je crois. Il est arrivé bien avant moi. Et donc lui, ça fait déjà plusieurs années qu'il habite à Okinawa et qu'il tient donc une émission pour la télévision locale d'Okinawa. Sauf que cette émission-là, elle s'est arrêtée cette année, donc il la continue en autoproduction là depuis quelques temps. Il a lancé une chaîne YouTube exprès pour ça. Et donc il m'a demandé il y a quelques semaines de venir l'accompagner pour tourner une émission ensemble. Et je me suis dit que voilà, quitte à venir à Okinawa, autant en profiter pour vous faire de belles images, pour vous tourner un d'Inumitsu assez exceptionnel. Ce sera certainement le dernier d'Inumitsu de l'année et j'espère vraiment qu'il va vous plaire, surtout que on va pas rester sur l'île principale d'Okinawa, on va prendre le bateau et on va aller sur les îles de Zamami. Alors j'ai essayé autant que possible de pas me spoiler, mais de ce qu'on m'a expliqué, ça a l'air assez incroyable. Enfin voilà, tout ça pour dire que ça va être une journée très dense, on a beaucoup de choses à faire. Donc écoutez, comme d'habitude, vous connaissez l'adage, on perd pas plus de temps. C'est parti. Yo, petite pause très rapide pour vous parler du sponsor de cette vidéo qui m'a été pas mal utile pendant mon petit voyage à Okinawa, NordVPN. Bon alors NordVPN, je pense que maintenant vous commencez à bien les connaître, c'est tout simplement le VPN le plus rapide du marché avec plus de 5800 serveurs à travers le monde, une connexion sur 6 appareils avec un seul compte, une application qui est ultra simple d'utilisation. Voilà, je vais pas vous expliquer en quoi NordVPN c'est les meilleurs dans leur domaine, je pense que ça vous le savez déjà. Mais du coup là pendant mon petit voyage à Okinawa, mine de rien, avoir NordVPN avec moi ça a été très utile. Déjà une fois arrivé à Okinawa, le soir pour me connecter à internet, j'ai donc utilisé le Wi-Fi public de l'hôtel. Le souci étant que les Wi-Fi publics, même si c'est très pratique, c'est aussi très peu sécurisé. Mais en un seul clic, avec l'application NordVPN, j'ai donc pu me connecter de manière plus sécurisée grâce à leur tunnel qui chiffre mes données et cache mon adresse IP. Ensuite, après avoir bien bossé toute la journée, surtout le deuxième jour là avec tous les tournages qu'on avait à faire, ça fait toujours plaisir de rentrer à l'hôtel et de se détendre en matant des films et des séries. Et là encore une fois, en un seul clic, on peut changer sa géolocalisation, c'est-à-dire l'endroit où vous vous trouvez dans le monde, et donc se connecter dans n'importe quel pays et avoir accès aux catalogues américains, canadiens, japonais, de toutes les plateformes comme Disney+ ou Amazon Prime. Et donc avoir accès à des films qui sont pas encore accessibles en France par exemple. Moi je vous avoue d'ailleurs, ça reste entre nous, mais à l'inverse, ça m'arrive en étant au Japon de me connecter au serveur français pour avoir accès aux films français du coup. Enfin voilà, c'est mon petit plaisir coupable. Et aussi bien sûr qui dit voyage dit billets, et en utilisant NordVPN, vous pouvez vous connecter sur les sites de comparatifs de billets d'autres pays, ce qui peut vous faire pas mal d'économies mine de rien, quand on voit que souvent le même billet, le même avion, il va avoir tendance à être vendu plus cher par les compagnies aériennes en France par exemple. Enfin voilà, moi je vous laisse un lien dans la description qui vous permet d'avoir accès à une offre exceptionnelle sur l'abonnement de 2 ans plus 4 mois gratuits. Le tout bien sûr satisfait ou remboursé pendant 30 jours, ce qui vous laisse le temps d'aller tester le service, donc n'hésitez surtout pas à aller checker tout ça. Sur ce, encore une fois, merci beaucoup à NordVPN pour leur confiance et pour soutenir notre petite chaîne, et nous, on retourne à Okinawa. Alors comme je vous l'ai dit, aujourd'hui ça va être une journée vraiment très dense. Là j'ai à peine eu le temps de prendre mon petit déjeuner. Alors le petit déjeuner il est cool, c'est un espèce de buffet en fait, un espèce de buffet à volonté. C'est super bon, il y a du japonais, il y a du plus occidental, il y a même des frosties s'il y a des gens qui aiment les céréales. Moi j'ai eu le temps à peine de prendre un petit peu, genre un petit café, un petit truc à manger vite fait. Là on n'a pas beaucoup de temps parce qu'il est déjà bientôt 7h30 et à 8h il y a Vincent qui va venir me chercher. Donc écoutez, ce qu'on va faire c'est que je vais profiter un petit peu d'avoir une petite demi-heure devant moi et je vais commencer à répondre à vos questions. Alors la première question c'est une question qui nous vient de Petite Étoile qui nous dit: comment ont réagi tes proches quand tu leur as annoncé que tu voulais vivre au Japon? Pourquoi as-tu voulu quitter la France? Aurais-tu des conseils à donner pour des personnes qui, comme moi, ont envie d'oublier leurs soucis et explorer de nouveaux horizons dans un nouveau pays? Merci pour tes vidéos, j'en apprends un peu plus sur le Japon. Écoute, déjà, merci beaucoup, Petite Étoile, ça fait super plaisir. Dans mon cas personnel, j'ai toujours eu envie d'aller au Japon, en fait, depuis que j'étais tout petit. Le fait que je parte un jour au Japon, au final, que ce soit mes amis, que ce soit ma famille, que ce soit ma mère, mon frère, mon entourage, tout le monde était déjà plus ou moins au courant, en fait. C'était vraiment juste une question de temps, parce que vraiment, je rabâchais tout le monde depuis tout petit que quand j'allais grandir et
quand j'allais devenir adulte, je partirais au Japon. C'est-à-dire que quand j'avais 11 ans à peu près, j'ai commencé à apprendre le japonais. Ensuite, j'ai eu mon groupe aussi où je chantais en japonais. J'étais tout le temps en train de lire des bouquins sur le Japon, tout le temps en train de regarder des films en japonais, d'écouter de la musique japonaise, tout ça. Ce qui fait vraiment, j'ai un petit peu conditionné, on va dire, mon entourage. Et c'est vers mes 18 ans, je crois, en sortant du lycée en fait, que je me suis dit, là, je pense que ouais, j'ai pas trop de temps à attendre en fait, et mieux vaut que je parte. J'ai quand même fait un an de fac. Ça m'a pas spécialement plu, ça m'a même plutôt conforté dans l'idée que bah en fait, ouais, j'avais pas trop envie de perdre mon temps et que j'avais envie d'aller au Japon le plus vite possible. Du coup, bah, j'ai annoncé ça voilà, à mes 18 ans et puis je suis parti à mes 19 ans. Et du coup, voilà, personnellement, ça s'est plutôt bien passé. Et sinon, est-ce que j'aurais des conseils à donner pour des personnes qui voudraient comme ça partir à l'étranger, tout ça? Le seul conseil que je peux vous donner, c'est si vous sentez au fond de vous que vous avez envie, que vous avez besoin de partir, faites-le en fait. Votre vie, elle vous appartient. Vous devez pas vivre pour votre famille, vous devez pas vivre pour vos amis, etc. Peu importe ce que votre famille ou vos amis vous disent, si vous avez profondément envie de partir, peu importe les raisons, il faut le faire en fait. Parce que si vous le faites pas, personne ne le fera à votre place. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, le seul conseil que je pourrais vous donner, si c'en est un, c'est suivez vos ambitions, suivez vos rêves, croyez en vous surtout. Vous gagnerez beaucoup plus à tenter la chose, à partir et à voir un petit peu si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, etc. Plutôt que de ne pas le faire parce que un tel vous a dit de pas le faire ou parce que pour faire plaisir à la famille, ne pas s'éloigner et tout. Et au final regretter toute votre vie d'avoir jamais sauté le pas en fait. Moi par exemple, même si aujourd'hui ça me fait toujours aussi mal d'avoir ma famille qui est très très loin de moi, je regrette en aucun cas le fait d'être parti au Japon parce que je vois tout ce que ça m'a apporté, autant humainement que dans ma vie personnelle. Donc ouais, vraiment c'est si vous avez envie de le faire, faites-le. Ensuite, prochaine question, elle nous vient de Pixel 7. Je pense que je connais la marque de ton smartphone. Et Mitsu, penses-tu que ta fille, 100% française, née au Japon et grandissant au Japon, réussira à s'intégrer au même titre que quelqu'un de 100% japonais? Encore merci pour le super contenu que tu proposes sur YouTube. Continue comme ça. Et écoute, merci beaucoup, Pixel 7, ça fait super plaisir. Moi, personnellement, j'en ai déjà parlé, mais je me sens pleinement intégré au Japon. C'est-à-dire qu'encore une fois, dans la vie de tous les jours, il y a vraiment très peu de choses qui me ramènent à ma condition de gaijin, ma condition d'étranger. Je me lève pas tous les jours et je vais dans la rue et je me dis « Oh mon Dieu, je suis gaijin, oh là là, je suis pas intégré. » Non, pas du tout. Vraiment, je suis pleinement intégré ici. Je suis heureux ici en fait. Je suis vraiment heureux ici et je suis pleinement intégré. Fanny, c'est un peu pareil d'ailleurs. Fanny, elle se sent très bien ici aussi. Elle est plutôt bien intégrée. Et du coup, je me dis, en ayant comme ça deux parents qui sont vraiment bien intégrés au Japon, qui parlent japonais, qui connaissent les mœurs, qui connaissent la culture d'ici, j'ose espérer qu'à notre fille, on arrive à lui inculquer un peu ça et qu'elle arrive à s'intégrer aussi bien que nous. Alors bien sûr, il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu, mais on a vraiment envie, en tout cas nous, de faire tout notre possible pour qu'elle s'intègre le mieux possible. Déjà le fait qu'on va faire en sorte qu'elle parle japonais et français. On a décidé aussi de la mettre à l'école japonaise et pas à l'école française par exemple. Enfin voilà, on va vraiment en tout cas, Fanny et moi, faire en sorte qu'elle ait le moins d'obstacles possible pour réussir à s'intégrer au Japon en fait. C'est quelque chose de super important et c'est vraiment un point d'honneur à l'éducation qu'on a envie de donner à notre fille Fanny et moi je pense. Et autre point, j'en avais déjà parlé, je crois que c'était dans le dernier Jumitsu d'ailleurs, le fait d'avoir tourné ma vidéo avec mes amis du coup qui sont RAF ou qui sont étrangers d'origine, nés au Japon, avoir tourné cette vidéo avec eux, je t'avoue que ça me rassure pas mal en fait, parce que quand je vois à quel point eux ils ont réussi à s'intégrer au Japon, qui se sentent pleinement heureux ici et qui sont, voilà, ils vivent leur meilleure life au Japon. Je t'avoue que ouais, ça me rassure pas mal. Alors forcément, il risque d'y avoir des obstacles, c'est pas forcément tout rose, on les connaît, les difficultés auxquelles on a à faire face quand on est des étrangers au Japon. Mais encore une fois, entre le fait que Fanny et moi, on est plutôt bien intégrés ici, qu'on sache parler japonais, qu'on connaisse bien les mœurs, la culture, et le fait qu'on la mette dans une école japonaise, etc. Voilà, je pense qu'il y a plutôt un bon background pour qu'elle réussisse à s'intégrer au Japon et j'ai plutôt confiance en ça. Enfin voilà, encore une fois, dans tous les cas, Fanny et moi, on va se donner à fond pour qu'elle réussisse. Ça c'est sûr et certain. Ensuite, prochaine question, elle nous vient de Noxis qui nous dit « Salut Mitsu, je ne sais pas si la question a été posée, mais comment s'est passé pour toi ton intégration au Japon à ton arrivée? Continue comme ça, tu fais du super boulot. » Mais écoute Noxia, merci beaucoup, c'était super plaisir. Mon intégration au Japon, je crois que j'en avais déjà un petit peu parlé. En vrai, avec toutes les histoires que je vous raconte, forcément, je vous ai déjà parlé un petit peu de tout ça. Personnellement, j'ai le sentiment d'avoir réussi à m'intégrer très rapidement. Je pense vraiment que en arrivant au Japon, j'ai réussi à m'intégrer presque tout de suite en fait. Il y a tous les événements qui se sont passés quand je suis arrivé, encore une fois, tremblement de terre, Fukushima, etc. qui ont fait qu'on était un petit peu dans une situation qui portait à ce que les gens soient aussi gentils entre eux en fait. Vraiment les gens à ce moment-là, ils avaient besoin d'entraide, ils avaient vraiment besoin de se sentir soutenus les uns les autres, etc. Et quand moi je suis arrivé à ce moment-là, j'ai vraiment senti que tous les Japonais que j'ai rencontrés en arrivant, c'est pas qu'ils s'inquiétaient pour moi, ils m'ont aidé à acheter mon premier téléphone, ils m'ont aidé à m'intégrer aussi dans la guest house, la première guest house où j'ai été. Ensuite quand je suis parti dans le Kansai, j'ai rencontré plein de gens sur place et tout. J'ai réussi très vite à m'intégrer et je pense que encore une fois ouais, la situation
m'a pas mal aidé. J'ai jamais eu, si tu veux, une espèce de phase d'adaptation. Et pourquoi ça? Je me suis déjà posé la question, mais je pense sincèrement que c'est parce que, sans forcément m'en rendre compte, je m'étais déjà préparé à ça. C'est-à-dire qu'encore une fois, quand j'étais en France, j'avais des amis japonais. Ça faisait des années que je m'entraînais à parler japonais, que je bossais mon japonais. Ça faisait des années que je lisais plein de bouquins en japonais, que je regardais des dramas japonais, que j'écoutais de la musique japonaise. J'avais vraiment déjà, au fond de moi, tout un pan de la culture japonaise que je connaissais déjà et auquel je m'étais déjà plus ou moins adapté sans le savoir, parce que pour moi, c'était juste une passion au départ en fait. Et cette passion, ça m'a amené à, en quelque sorte, me préparer à mon intégration au Japon en fait. Et puis bien sûr, le fait d'avoir des amis japonais en France, d'être toujours entouré de japonais, de parler japonais tous les jours, d'apprendre à comprendre aussi comment sont les japonais, qu'est-ce que leur culture, qu'est-ce que leurs mœurs, etc. dans la vie de tous les jours. Ça, c'est des choses que j'ai pu acquérir avant même de venir au Japon. J'ai dû apprendre beaucoup de choses, hein. Attention, me faites pas dire que j'ai pas dit, j'ai dû apprendre beaucoup de choses parce que je connaissais pas le pays en lui-même, c'est la première fois que je venais. Mais tout cet aspect culturel, cet aspect humain, en quelque sorte, je l'avais déjà appris sans m'en rendre compte. Et ça m'a beaucoup aidé, je pense, ouais. Ça m'a beaucoup aidé à m'intégrer au Japon. Sur ce, écoutez, maintenant il est presque 8 h déjà, le temps passe vite, on a beaucoup de choses à faire encore une fois aujourd'hui. Là, il y a Vincent qui devrait pas tarder à arriver. Donc, écoutez, je le rejoins et c'est parti. Et du coup on est bien arrivé au port de Tomari et je suis avec El Famoso. Vincent, comment ça va? Bonjour, ça va, un peu speedé comme d'habitude, mais de toute façon je suis toujours speedé donc ça change pas trop. En vrai il m'envoie un message sur Line tout à l'heure, il me fait putain je suis dans un taxi, le taxi il s'est trompé, il a pris une autoroute, il s'est barré et tout, il devait arriver à 8h moins 5, il est arrivé à 8h15. Du coup il est en stress le pauvre, mais c'est bon, on a les tickets, on a tout. Et d'ailleurs on n'est pas tout seul, hein, il y a toute l'équipe aussi. Coucou. C'est beau hein? C'est pas là qu'on va. Là on va c'est encore mieux. Donc ça c'est le fameux bateau qu'on va prendre pour aller à Zamami. Je vous avoue j'ai un petit peu peur. Parce que la dernière fois que je suis monté dans un bateau à Okinawa, j'ai eu la gerbe. Toute l'équipe que vous voyez derrière, c'est du coup l'équipe de tournage de Vincent. Donc là ils sont en train de faire des petits b-rolls, etc. pour tourner l'émission d'aujourd'hui. Et je pense que je vais peut-être récupérer quelques shots moi aussi, comme ça je pourrais vous les montrer un petit peu. Ils sont un drone, on va pouvoir filmer au-dessus de l'île et tout. Ça a l'air vraiment incroyable. Ça fait un petit moment que j'ai pas tourné d'émission de télé comme ça en extérieur. Et du coup là, le pouvoir faire avec des potes et tout, c'est cool, c'est cool. Let's go! 沖縄何回目？これで3回目です。3回目。 Last Sunday fell. Et nous sommes bien arrivés à Zamami. Je tiens à dire que je n'ai pas vomi. Je vais pas vous mentir, j'étais à 2 doigts de vomir, mais je n'ai pas vomi. Franchement, ça va, Non, j'ai tenu. il n'a pas vomi. Voilà, il y a quelqu'un qui peut confirmer. confirmer. Mais c'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Et donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on a pas mal de choses à tourner pour l'émission de Vincent. Du coup, il y a quelqu'un de l'agence de tourisme, il y a même, je crois que c'est le maire de Lille qui est venu nous rejoindre, etc. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller se promener un petit peu à droite à gauche. On va tourner du coup les images pour l'émission de Vincent. Et puis moi, dès que je trouve un petit endroit où me poser vite fait, je continue de répondre à vos questions. C'est qui Vincent? Je me souviens d'une de tes vidéos. On va aller dans un restaurant avec Mitsugi qui nous a été conseillé par Vincent. Et donc vous vous demandez, mais qui est Vincent? Ben, Vincent, c'est moi. Ça fait 7 ans que j'habite à Okinawa, après avoir vécu 16 ans à Tokyo, où j'ai rencontré Mitsu d'ailleurs, où on a travaillé déjà ensemble. Et là, donc, j'ai fait une émission à la télé pour présenter Okinawa sur une chaîne locale pendant 6 ans et demi aussi. Et donc, j'ai décidé de reprendre un peu le concept et de le faire sur YouTube, mais plus à l'international, donc avec aussi de l'anglais, des sous-titres en français, pour présenter Okinawa, qui est vraiment un endroit que j'adore à tel point que je m'y suis installé. Puis Mitsu m'a fait le plaisir de venir nous rejoindre cette fois pour. Le plaisir est partagé, hein, merci de Pour ce m'avoir invité. premier épisode, mais je t'en prie, pour ce premier épisode qu'on diffusera, ce sera le premier de 2023 en fait, pour la nouvelle année. Bon alors au final le tournage de l'émission de Vincent était très dense avec beaucoup de scènes à tourner en très peu de temps, ce qui fait que j'ai pas eu trop le temps de me poser quelque part pour répondre à vos questions, et j'en suis désolé. Donc pour l'instant je vous laisse profiter un peu des images magnifiques que l'on a pu prendre sur l'île de Zamami et je vous retrouve juste après. Comme vous pouvez le voir à présent, je me suis changé. Je sais pas si vous vous rappelez la vidéo qu'on avait fait avec Louis il y a quelques temps. On avait été plongé un petit peu sous l'eau, faire du snorkeling. Mais là, hop, on refait un petit peu la même chose. Donc on va partir tous ensemble avec l'équipe. On prend le bateau, on va aller sous l'eau et je vais essayer de vous filmer ça avec ma GoPro. Swag de ouf. Swag. Swag de ouf.
Que dire? J'ai voulu me poser à 2-3 moments pour réussir à continuer à répondre à vos questions et je pouvais vraiment pas, parce qu'on est en train de courir entre un bateau, etc. J'espère que vous kiffez. Je m'attendais pas à ce qu'il se passe autant de choses. Là on a plongé, on a été dans la mer, on a pu voir des tortues de mer comme ça. Les tortues de mer, c'est incroyable à voir. Du coup je suis très content de l'expérience, c'est vraiment cool. Du coup là je profite, on doit monter dans un autre bateau pour aller sur une autre île. J'ai 10 minutes à tout casser. Je vais essayer d'en profiter pour répondre encore à 2-3 questions. Alors du coup prochaine question, elle nous vient de Roman Barthès. Bonjour Mitsu, j'adore tes vidéos, félicitations pour Fanny et toi, merci beaucoup, c'est très gentil. Quelle pourrait être la raison qui t'obligerait à rentrer vivre en France? Actuellement, là au moment où je vous parle, j'ai aucune raison de rentrer en France ou d'aller autre part parce que je me sens bien au Japon. Je vis ma meilleure vie ici en fait, vraiment. Regardez un petit peu le genre d'expérience qu'on peut avoir, etc. Mon métier me permet en plus d'avoir de plus en plus d'expérience de ce style. Ma vie actuelle fait que je me sens suffisamment bien, je me sens suffisamment heureux pour ne pas ressentir le besoin de partir autre part, de rentrer en France, etc. Ce qui fait que à l'heure actuelle, il y a très peu de choses qui pourraient me faire me dire vas-y, j'en ai marre du Japon, je me casse, ou vas-y, c'est bon, je rentre en France. Mais du coup, tu vois, c'est en me creusant la tête à ce niveau-là que je me suis rendu compte que la seule chose actuellement, la seule chose qui me ferait quitter le Japon, je pense, ce serait pour Fanny et pour ma fille en fait. Si pour X raisons, Fanny elle avait envie de rentrer en France ou par exemple qu'avec notre fille ça se passe pas bien, qu'elle s'intègre mal au Japon, etc., comme on parlait tout à l'heure, etc. Pour ce genre de choses, si le bonheur de Fanny et de ma fille en dépendait, je pense que je rentrerai. Mais à part ça, non, je vois pas. À part ça, je vois pas. En fait, personnellement, je suis encore une fois, je me sens bien. Je me sens vraiment bien au Japon. Je me sens heureux. Faut comprendre un truc aussi, c'est que moi, je suis venu jeune au Japon. Je suis venu à 19 ans, ce qui fait que toute cette phase où tu deviens adulte, moi, je l'ai faite ici en fait. Ce qui fait que le Japon, ça représente trop pour moi, pour pouvoir l'abandonner comme ça en un claquement de doigts. Tu vois. C'est pas comme quelqu'un qui vient pendant un an working holiday qui dit bon, finalement, ça me plaît pas, il se casse. Non, moi, vraiment, j'ai développé tellement de choses en 12 ans de vie ici que je pourrais pas me dire vas-y, c'est bon, je quitte le Japon aussi facilement. Mais encore une fois, si c'était pour une question du bonheur et du bien-être de Fanny et de notre enfant, de ma petite fille, je pense que là, oui, forcément, sans même chercher à comprendre, je partirais, ça c'est sûr. Mais du coup, voilà, Romain Barthès, c'était un petit peu fouillis, je pense, mais écoute, j'espère que j'ai pu répondre à ta question. Et ensuite, très rapidement, parce qu'on va pas tarder à partir, une question de Géfouille. Salut Mitsu, est-ce que tu resterais au Japon même si tu gagnais plusieurs millions d'euros? Écoute, Géfouille. Surtout si je gagne 1 million d'euros, je vais rester ici mon pote. Tous les trucs que je pourrais faire ici au Japon avec 1 million d'euros, je pourrais créer mon entreprise, je pourrais m'acheter une putain de belle baraque ici, j'en achèterais même une deuxième à Okinawa à tous les coups. Ah ouais, non mais t'es malade. Moi au contraire, si je gagne 1 million d'euros, je reste au Japon. C'est fou quoi. Donc sur ce, écoutez, comme je vous le disais tout à l'heure, là maintenant il va falloir qu'on prenne le gros bateau qui est là-bas derrière parce qu'on va aller sur une autre île. On est occupé aujourd'hui, vraiment ce tournage on est extrêmement occupé. Donc écoutez, ce qu'on fait c'est que moi je vous filme ça et puis après je vous récupère dès que je peux et je continue de répondre à vos questions. C'est ouf, il y a des futons dans le bateau pour pouvoir dormir dessus. C'est incroyable. Donc là, le monsieur que vous pouvez voir juste derrière, c'est le maire de Zamami, du coup, qui nous a autorisé, qui nous a donné toutes les autorisations pour pouvoir venir filmer sur l'île aujourd'hui. Donc merci à lui. Écoutez les mecs, cette vidéo ne sera que rebondissement. Là du coup on est sur l'île de Akajima. Et cette île elle a comme particularité que c'est un petit peu comme Nara à côté de Kyoto. Il y a des daims et on vient d'en voir un passer. C'est incroyable. Et comme par hasard il suffit que je vous dise ça pour qu'il se casse. On le retrouve plus. Il s'est barré par là-bas. En vrai il y en a plein sur l'île et il y en a un petit peu partout. Donc je pense qu'on risque d'en recroiser. Non. Mais c'est une belle île. C'est vraiment joli. Regardez-moi ça. Oh. Franchement j'ai de la chance quand même. J'ai de la chance de pouvoir faire ce genre de tournage. C'est incroyable. Comme je disais tout à l'heure. Aucune raison de me casser les mecs, aucune raison de partir du Japon. C'est trop bien. Et sur ce, écoutez, nous sommes de retour à Nara après une grosse journée de tournage. Alors avant toute chose, campagne. Campagne. Merci encore d'être déplacé jusqu'à toi de m'avoir invité, c'était vraiment cool. De justesse, il n'a pas vomi dans le bateau, mais là tout est en train de le bateau c'était horrible, même sur le retour. En vrai j'ai trouvé la technique, dormez dans le bateau en fait. Je me suis juste un petit peu endormi assoupi, genre j'ai une demi-heure qui a sauté. Et justement pendant que tu dormais, Crystal, bon tes viewers ne connaissent pas encore Crystal, mais qui est mon acolyte dans l'émission, on fait les reportages ensemble tous les deux. Et donc Crystal, pendant que tu dormais, elle est partie gerber.
Franchement, c'était vraiment une bonne journée, c'était vraiment cool. Ça fait longtemps que j'avais pas fait un tournage un petit peu dans ce style-là. Je fais beaucoup de tournages en intérieur en ce moment, très peu de tournages en extérieur. Ça sort aussi un petit peu de ce que je fais sur YouTube habituellement. Ouais. C'est vraiment un format qui est très différent au final. C'est quasiment télévisuel en fait. c'est de la Enfin, télé, je fais la même chose que ce que j'ai fait pendant des années à la télé pour cette émission-là. Et en fait, du coup, pour moi, c'est un peu un mélange aussi par rapport à ce que j'ai fait pendant des années. Toi, c'était sur Fuji Télévi. Pendant des années, j'ai bossé sur NHK World, donc la chaîne de la NHK qui passe à l'international où c'est des émissions en anglais, où je faisais le tour du Japon. Et à chaque fois, une préfecture où on présentait les traditions et tout ça. Donc, si tu veux, c'est un peu un mix entre moi, ce que je veux faire personnellement sur YouTube, ce que j'ai fait sur la NHK et l'émission que j'ai fait pendant 6 ans et demi à Okinawa qui était là exclusivement en japonais. On mélange tout. Voilà, et ces petits Okinawa Traveler. Ok. Non, bah moi en tout cas, ouais, encore une fois, c'était une bonne journée. C'était très dense. On a fait beaucoup de choses. Mais non, c'était cool. Et puis on a vu des tortues de mer et tout. Ouais, on a vu des tortues de mer, hélas, franchement. Encore une fois, moi ça me va très bien. Sur ce, écoutez, maintenant ce qu'on va faire, c'est que je vais profiter d'avoir Vincent avec moi. Je prends juste 2 petites questions de plus là. Je vais profiter que tu sois là. Vincent et ses 22 ans au Japon. C'est ça. Alors déjà, il y a une première question. Une première question qui nous vient de Shaopufu 3. Encore une fois, les gens, comment vous voulez que je lise vos blazes? Salut Mitsu, je te suis depuis la première vidéo. Ton parcours est super inspirant. Merci de nous transmettre ça. Merci beaucoup. J'ai cru entendre qu'en tant que modèle, l'âge joue sur les propositions de missions que tu peux recevoir. Approchant de la trentaine, as-tu l'impression d'avoir de moins en moins de missions ou pas? Très bonne question. Je pense qu'on a un avis assez proche, mais vas-y. Je vais boire d'abord pour mieux faire passer la pilule. Vas-y. 5 minutes later. Oui, je dirais que c'est vrai. Il y a moins de propositions. Le Japon a quand même un côté qui est très axé sur le jeunisme. Après, est-ce que ça veut dire moins de boulot, moins d'argent? Je suis pas forcément d'accord là-dessus parce que qui dit âge dit aussi expérience aidant. Les propositions peuvent être moins nombreuses mais plus intéressantes. Aussi, il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans ce milieu en tant qu'étrangers au Japon jeunes. C'est-à-dire quand ils viennent faire leurs études, quand ils viennent passer quelques années au Japon dans le début de la vingtaine par exemple et qui partent après. Et donc plus l'âge avance, ceux qui restent comme toi, moi, des dizaines, vingtaines d'années, il y en a beaucoup moins. Il y en a beaucoup moins. Donc du coup, plus le temps avance, moins il y a de boulot, mais moins on est nombreux aussi. Moins on est nombreux à demander ces boulots. Ouais. Voilà, donc quelque part, d'une part ça se rééquilibre et en plus il faut dire que les boulots sont souvent plus intéressants parce que l'expérience qu'on a eue jusque-là est quand même reconnue. Des boulots plus gratifiants, avec plus d'exposition, mieux payés. Donc au final, oui, je bosse moins, mais est-ce que je gagne moins? Pas forcément. Et moi aujourd'hui, l'image que j'en ai sur mes 10 ans de petite carrière au Japon, oui, j'ai pas les boulots que j'avais à la vingtaine. Ça va être les boulots dans les magazines, les shootings photos, etc. Effectivement, ça va surtout être les plus jeunes en fait qu'on va prendre. C'est voilà les nouvelles têtes qui arrivent chaque année, etc. Elles auront peut-être plus facilement ces boulots-là. Mais par contre, je vois que mon boulot il a évolué. Aujourd'hui, je fais peut-être moins de boulots comme ça, mais je fais plus de boulot pour la télévision, je fais plus d'émissions. Et comme tu disais tout à l'heure, des boulots qui sont peut-être plus gratifiants sur l'expérience que j'ai acquis sur toutes ces années que j'ai fait à travailler en fait. Enfin voilà, encore une fois, du coup, Shaopufu 3, j'arrive toujours pas à dire ton blast, je suis vraiment désolé. Pour répondre une dernière fois à ta question, oui, les boulots changent, oui, il y a peut-être moins de boulot, mais est-ce que ça change énormément la chose? Pas forcément, parce qu'au final, on a des boulots, encore une fois, qui sont plus des boulots qui nous correspondent et des boulots qui sont plus gratifiants, qui sont mieux payés, donc on s'en sort quand même. Tout à fait. J'espère qu'on a pu répondre à ta question. Rien à ajouter. Et donc ensuite une question qui nous vient de Juro Isaya. Salut Mitsu, merci pour tes vidéos qui donnent le sourire. Écoute, je suis content de te donner la banane. Je pars au Japon dans quelques jours du côté de Hokkaido. Je suis super heureux et excité, mais d'un côté j'ai peur. C'est mon premier voyage, seul depuis très longtemps, et même si je sais que je vais certainement vivre mon meilleur voyage, je stresse quand même. Est-ce que tu aurais un conseil pour ne plus stresser? Écoute, c'est une plutôt bonne question parce qu'au final, j'ai l'impression que c'est un sentiment qui est assez commun à beaucoup de gens qui disent vas-y c'est bon je pars à l'étranger. Et moi je sais que par exemple quand je suis venu à 19 ans, les quelques jours, les quelques semaines avant de partir, j'avais un stress. Est-ce que le pays va vraiment correspondre aux attentes que j'en ai? Est-ce que je vais vraiment m'y plaire? Est-ce que je vais savoir m'intégrer, etc. C'est plein de stress que tu as parce que c'est plein de questions que tu te poses. Je comprends totalement ton sentiment, je sais pas si toi tu l'as eu la première fois que tu es venu au Japon. Non en fait, pour une raison complètement inverse, c'est que justement je suis quelqu'un qui stresse très facilement, qui est très paniqué, et donc quand je prends des grosses décisions comme ça, je me force à pas y penser et à me lancer. Ok. Moi je stresse pour aller au supermarché des fois, donc voilà, aller au Japon. Mais ce que je voulais dire simplement, c'est que c'est normal de stresser en fait. Totalement. Faut pas stresser par rapport au fait de stresser. T'as utilisé le mot attente justement dans la première partie de ta réponse. Je dirais que c'est important de pas avoir de trop grandes attentes parce qu'il y a des gens qui viennent au Japon et qui sont déçus et qui s'en dégoûtent. À l'inverse, il y a des Japonais, il y a beaucoup de Japonais qui viennent en France avec des rêves immenses, que c'est le pays du romantisme, ça a même un nom au Japon. Le Paris Shokogun, oui, la dépression de Paris. On a toujours quand même une vision du Japon qui peut être décalée par rapport à la réalité. J'aime le Japon, toujours, j'adore le Japon, je suis amoureux complètement du Japon. On est pareil. Même après mes 23 ans, mais ça veut pas dire que je trouve que tout est bien au Japon. Et en fait, il faut être conscient que le Japon a des mauvais côtés aussi, et c'est vrai que moi je suis toujours amoureux du Japon, y compris les mauvais côtés, même si je peux être très critique par rapport à ces mauvais côtés, mais ça fait partie du lot. C'est quand même important de pas avoir justement des attentes trop hautes en pensant qu'on va arriver dans un endroit qui est parfait. Et voilà, prendre le Japon comme il est avec ses bons côtés, il y en a énormément, ses
mauvais côtés, il y en a quelques-uns aussi, mais Je pense qu'il a désolé, mais je parle beaucoup, hein, donc tu Non, m'arrêtes. mais hein, tu dis quand, des choses très très intéressantes. Non, non, mais je suis un très grand bavard, donc ce serait dommage de, on va dire, bouffer une partie du plaisir du séjour à cause de trop stress, donc relax. Et dis-toi que dans tous les cas, tu préféreras toujours, ça c'est sûr, être venu au Japon et avoir tenté des choses plutôt que n'être jamais venu parce que justement trop de stress, etc. Bien Et sûr. au final regretter toute ta vie d'être peut-être passé à côté de la chance de pouvoir découvrir une nouvelle culture, un nouveau pays, etc. C'est un petit peu compliqué, on a beaucoup parlé, mais j'espère écoute, qu'on a pu répondre à ta question. Je t'avoue, je pense que l'alcool joue beaucoup aussi. Et puis la fatigue d'aujourd'hui, parce que la c'est vrai, fatigue comme tu l'as dit, d'aujourd'hui. c'était une lourde journée quand même. Complètement. Sur ce, écoutez, nous ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va manger un petit peu, on va boire un petit peu, on va discuter un peu parce que ça fait un petit moment qu'on s'était pas vu aussi. Et puis nous, on se retrouve demain pour la suite de la vidéo. Encore une fois, merci infiniment à Vincent pour son invitation et sa gentillesse. Je vous invite encore une fois à aller checker la chaîne de Petit Okinawa Traveler. Et d'ailleurs, l'épisode que nous avons tourné ensemble aujourd'hui sera disponible d'ici quelques semaines pour la nouvelle année. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo pour le soutenir. Sur ce, il commence à être tard, donc moi, je vais dodo. Yo! Après une bonne nuit de sommeil, on se retrouve donc pour mon dernier jour à Okinawa. Je suis un petit peu triste parce que vraiment c'était super cool la journée d'hier, c'était vraiment trop bien là. Encore une fois les tortues de mer et tout, c'était fou. Du coup là c'est ma dernière journée, je repars dans quelques heures. Et là ce que je vais faire c'est que je vais essayer de profiter un petit peu du centre-ville de Nara, on va se promener un petit peu. Je vais répondre cette fois à vos questions Instagram, dire de finir la vidéo en beauté tout simplement. Et juste avant ça je voulais vous parler du lieu dans lequel je suis actuellement. Là en fait je suis dans un endroit qui s'appelle la rue des poteries. Hop, il y a des petites poteries un petit peu partout. Il y a des shisa aussi un petit peu partout, hein, les fameuses divinités de l'île d'Okinawa. Et donc en gros cette rue là, si vous voulez, c'est une rue qui dénote un petit peu parce que vous voyez elle est toute pavée, elle est toute jolie. Enfin vraiment ça dénote pas mal de la ville d'Okinawa. Et en fait ça date de l'époque Ryukyu, avant que Okinawa devienne japonaise. Et c'est l'empereur ou le roi de l'époque, je sais plus exactement, qui en fait avait voulu concentrer en fait toute la poterie d'Okinawa dans le même endroit. Et en fait c'est resté depuis. Et ça fait des centaines et des centaines d'années du coup que cette rue elle est restée la rue de la poterie. C'est cool, voilà, c'est un petit fait historique comme ça que je me devais de vous raconter. J'ai trouvé ça super cool quand Vincent m'a expliqué ça la dernière fois. Sur ce, on essaie de se trouver un petit endroit cool et je réponds à vos questions Instagram. Et là du coup on est dans le petit Shotengai en fait du centre-ville. C'est vraiment pas très loin de la Kokusai-dori, la rue touristique on va dire du centre-ville de Nara. Et donc là c'est vraiment assez deep en fait. Et j'aime beaucoup ça. Ça me rappelle le voyage que j'avais fait à Taïwan il y a de ça quelques années. J'avais accompagné le groupe Rochi, qui est un groupe de métal japonais, et j'étais caméraman pour eux. Et Taïwan, il y avait vraiment ce côté assez deep aussi que j'aimais vraiment beaucoup. Je sais pas, c'est une ambiance vraiment que j'aime bien. Voilà là typiquement ce genre d'esthétique là, avec les murs qui sont complètement niqués, avec les tags derrière et tout. Ça c'est des trucs qu'on croise pas beaucoup à Tokyo. Et du coup à ce niveau là je trouve que Okinawa ça dénote beaucoup. Et encore une fois j'aime bien. Je me suis mis dans ce parc pour répondre aux questions Instagram et il commence à pleuvoir. À quel niveau de malchance je me situe selon vous? Bon bah allez on bouge. Bon, sur ce, enfin j'ai pu trouver un petit endroit où me poser. J'ai des arbres qui me protègent. Au moins s'il recommence à pleuvoir, je suis tranquille. On va enfin pouvoir attaquer les questions Instagram. Mais juste avant ça, les arbres à Okinawa, c'est un délire. S'il y a des experts en arbres parmi vous, dites-moi quel type d'arbre c'est, je sais pas du tout. C'est incroyable, vraiment ils ont une forme, j'ai jamais vu ça quoi, c'est assez fou. Ceci étant dit, une bonne fois pour toutes, les questions Instagram. Et d'ailleurs encore une fois, hein, si vous n'êtes toujours pas abonné à mon Instagram, bah écoutez, je vous invite à venir vous abonner. C'est chill, on partage des photos, je partage un petit peu des choses que je partage pas forcément sur YouTube d'habitude. Donc écoutez, voilà, c'est gratuit, on est bien, on est posé. N'hésitez pas à nous rejoindre. Ceci étant dit, vos questions. Alors la première question elle nous vient de Andrea Malison qui nous dit: le setup YouTube idéal pour un débutant selon toi? Merci. Bah écoute, c'est une question qui est très intéressante je trouve, parce que il y a un petit peu aujourd'hui avec le développement de YouTube et le fait qu'aujourd'hui sur YouTube on voit de plus en plus de choses très qualitatives quand même, quand on voit vraiment les budgets qui sont mis, on a vraiment une qualité aujourd'hui qui est proche de ce qui peut se faire à la télévision ou ce qui peut se faire même au cinéma parfois. Donc c'est vrai qu'on a tendance à se dire mon dieu, si j'ai pas un matos de ouf, jamais j'aurai la qualité suffisante pour fonctionner sur YouTube. Et le truc c'est que c'est totalement faux. Personnellement j'ai eu la chance de faire de la vidéo avant de commencer YouTube. Et quand j'ai commencé YouTube j'avais déjà un GH5, j'avais déjà du matos pour tourner des vidéos, j'avais déjà des micros tout ça, mais
Mais je vais vous donner un exemple tout bête et vous allez comprendre pourquoi le matériel au final c'est pas le plus important. Ma sœur Jelly, qui a lancé sa chaîne YouTube il y a de ça quelques mois, elle a commencé en septembre je crois, toutes ses vidéos elles sont tournées à l'iPhone. Elle a pas de caméra Jelly, c'est l'iPhone 12 en plus je crois, c'est même pas le dernier iPhone tu vois. Et ça marche super bien, elle a réussi à développer un concept qui est intéressant, elle a réussi à développer un montage qui est intéressant, un storytelling qui est intéressant. Et tout cet aspect là au final il est beaucoup plus important que le matériel en lui-même. Il y a Orelsan qui disait si tu veux faire des films, t'as juste besoin d'un truc qui filme. C'est exactement ça au final. Donc du coup, pour répondre à ta question, pour moi le meilleur matériel pour un débutant, c'est celui que tu as déjà, c'est ton smartphone. Tout simplement. La qualité des smartphones actuels, elle est largement suffisante pour commencer à tourner des vidéos qui peuvent fonctionner sur YouTube. Et si jamais tu as un petit peu de budget et que tu souhaites commencer à step up un peu au niveau du matériel, alors dans un premier temps, moi je vous conseille plutôt de viser le son. Le son c'est la priorité, ça c'est une règle un petit peu en audiovisuel. Audio ça vient avant visuel, le son est plus important que la vidéo. Donc en priorité, achetez-vous un petit micro, même un micro qui s'accroche au smartphone c'est largement suffisant. Et ensuite vous pourrez commencer à taper dans les boîtiers hybrides, etc. Enfin, voilà. Mais dans tous les cas, pour répondre une dernière fois à ta question, quel est le meilleur setup pour un débutant selon moi? Ton smartphone. Ensuite, une question de Redmania. Bonjour Mathis. Penses-tu revenir en France pour faire une rencontre abonnée? PS, je t'adore. Et écoute, merci beaucoup, ça fait toujours aussi plaisir. Et en ce qui concerne les rencontres abonnées, oui, forcément, j'adorerais faire des rencontres abonnées. Je pense que pour l'instant, je vous avoue, avec le petit bébé qui arrive le mois prochain, etc., je pense pas pouvoir faire des voyages en France ou même à l'étranger dans les prochains mois, ça c'est sûr et certain. Quand j'aurai l'occasion d'aller en France, etc., je vais essayer de débloquer du temps pour faire des petites rencontres abonnées et tout, parce que ça me ferait plaisir de vous rencontrer. Moi, je fais partie des youtubeurs qui n'ont pas accès à leur public, parce que vous êtes tous en France ou à l'étranger, il y a très peu de gens au final qui sont à Tokyo. Et du coup, moi je vous vois pas, je vous vois jamais. Par contre, je réfléchis beaucoup à faire une rencontre abonnée sur Tokyo. Je me dis, il y a un public qui est aussi à Tokyo, j'en croise d'ailleurs des fois dans la rue, surtout depuis que les frontières ont réouvert. Et je me dis, voilà, avec les quelques membres de la commu qui sont sur Tokyo, bah, ce serait peut-être intéressant de prendre un café, de faire un truc un de ces quatre. Donc ça, je vais y réfléchir et dans tous les cas, bah, je vous mettrai ça sur Instagram si jamais ça se fait. Mais du coup, voilà, dans tous les cas, les rencontres abonnées, c'est quelque chose que j'ai envie de faire. Donc ça se fera un jour ou l'autre, ça c'est sûr et certain. Ensuite, prochaine question, c'est une question de Chloé Joss 2912 qui nous dit, comment as-tu connu les films Ghibli et dans lequel tu aimerais y être incarné une journée dedans? Alors, les gens qui suivent la chaîne ici Japon Corp et qui regardent un petit peu les talks qu'on fait tous les mercredis, ils savent que j'adore Ghibli parce que j'en parle littéralement toutes les semaines. En même temps, en ce moment, avec l'ouverture du parc Ghibli, etc., il y a des news de Ghibli tout le temps. Donc pour moi, c'est un bonheur. Et donc, pour répondre à ta question, le premier Ghibli que j'ai vu dans ma vie, c'était Princesse Mononoke, parce que je sais plus si c'est à l'époque où il est sorti en France ou quoi que ce soit. Mon école primaire, en fait, elle a envoyé ma classe pour aller le voir au cinéma. Le film il était en japonais, sous-titré français, etc. Enfin c'est assez ouf quand même à cette époque-là, hein. Je vous rappelle c'est début des années 2000. Mais du coup voilà, je me suis retrouvé du coup tout petit à aller voir Princesse Mononoke et je me suis pris une double claque, hein, bien sûr. Princesse Mononoke incroyable, ça reste encore aujourd'hui mon Ghibli préféré. Et ensuite c'est aussi l'époque où il y a Chihiro, etc. qui sont arrivés par derrière. Donc forcément à ce moment-là, moi je me suis plongé vraiment dedans et j'ai maté tous les Ghibli qui étaient sortis depuis. Mon voisin Totoro, Nausicaa que j'adore aussi. Nausicaa c'est peut-être mon deuxième préféré. Mais du coup voilà, le tout début, le premier film que j'ai vu du coup c'était Princesse Mononoke. Et ensuite pour répondre à ta deuxième question, dans quel film Ghibli j'aimerais y être incarné, j'aimerais passer une journée, c'est assez difficile parce que j'aime vraiment la plupart des films Ghibli. Mais quitte à passer une journée dedans, je pense que Porco Rosso, je kifferais bien. Porco Rosso ça me botterait bien je pense. Ouais. Enfin voilà, j'espère Chloé que j'ai pu répondre à ta question. Ensuite, prochaine question. Je pète les plombs, j'en ai marre. Prochaine question, c'est une question de Uta Hayden. Dinomitsu, si tu devais avoir un pouvoir, quel serait-il et pourquoi? Je t'avoue, là, en ce moment, il y a un pouvoir. Mais alors celui-là, c'est sûr et certain que je le veux. C'est le Kagebunshin no Jutsu. Avoir des clones. Pouvoir créer des clones qui peuvent travailler à ma place. Parce que là, j'ai toujours 1 milliard de trucs à faire, 1 milliard de trucs à penser. Je pense à tout en même temps. Du coup, c'est le bordel dans ma tête. C'est n'importe quoi. Et au final, j'avance très peu vite parce que je me surcharge moi-même l'esprit à vouloir penser à tous les trucs que j'ai à faire en même temps. Et au final, j'arrive pas à focus sur un seul truc et c'est horrible en fait, c'est vraiment horrible parce que c'est le pire truc à faire, c'est comme ça que tu procrastines par derrière. Donc là je me dis ouais, j'aimerais bien genre pouvoir avoir un deuxième voire un troisième Mitsu avec un qui monte les vidéos, un qui écrit les scripts et puis moi qui me base sur le tournage, tu vois. Oh, ce serait tellement bien. Donc ouais, là en ce moment sans aucun doute mais sans aucune hésitation, je pense que ouais, le pouvoir de se cloner du coup, ça serait ça. Ensuite, prochaine question. Alors, c'est pas vraiment une question, vous allez comprendre, je vais vous expliquer. Je te déteste depuis le jour où je t'ai vu. Pas forcément pour toi personnellement, mais pour ta réussite. Je vais pas marquer le nom de la personne exprès parce que le but c'est pas d'aller lyncher quelqu'un, quoi que ce soit. J'ai trouvé ça super intéressant et je vais vous expliquer pourquoi. Si vous voulez, il y a une espèce de consensus, une espèce de vérité générale qui fait que tout le monde se dit que la jalousie c'est une mauvaise chose. Et moi personnellement je trouve que non, la jalousie c'est pas une mauvaise chose, il faut juste savoir l'apprivoiser. C'est-à-dire que je vais parler de moi dans un premier temps, que ce soit à l'époque où je faisais de la musique ou que ce soit aujourd'hui en tant que youtubeur, etc. En faisant un métier artistique, j'ai toujours
vu des gens qui étaient bien meilleurs que moi en fait. Il y a des gens qui font des bien meilleures vidéos que moi, il y a des gens qui font des bien meilleurs scripts que moi, il y a des gens qui sont des meilleurs acteurs que moi aussi, il y a des gens qui font de la musique bien mieux que moi. Je suis entouré forcément de plein de gens qui sont meilleurs que moi dans tout. Et le truc c'est que quand tu fais face à quelqu'un qui est meilleur que toi, en gros t'as deux voies que tu peux suivre. La première c'est de te dire pourquoi ce mec il peut faire ça et moi je peux pas, c'est n'importe quoi, c'est pas juste, ah je déteste cette personne, elle m'énerve, tu vois. Tu peux penser comme ça. Ou alors tu peux prendre l'autre voie, tu vois, et te dire effectivement je ressens une espèce de peine intérieure à me dire que j'ai pas le niveau de la personne, de cette personne là, mais comment elle a fait cette personne pour en arriver là? Qu'est-ce qu'elle a fait? Quel parcours elle a fait? Quelles études elle a faites? Quelle expérience elle a eu dans sa vie pour arriver à ce point là? Parce que si cette personne qui est elle aussi un être humain a pu en arriver là, c'est que quelque part en faisant les bons choix et en se motivant suffisamment on peut arriver au même niveau, sauf cas particulier etc bien sûr. Et du coup au final tu peux tirer de ce sentiment de il y a quelqu'un qui est en train de faire mais qu'est-ce qu'il fait? Mais frérot, putain, je suis en train de tourner une vidéo, le mec il est en train de scier la route. C'est quoi ça? Le mec il a une tronçonneuse, il scie la route. Je reprends. Du coup là je disais cette jalousie que tu peux ressentir en voyant des gens qui ont un parcours que tu aimerais avoir, des gens qui font des trucs que tu aimerais pouvoir faire, etc. Ce qu'il faut c'est réussir à la prendre du bon côté et te dire je vais pas détester la personne, je vais juste essayer de comprendre comment cette personne en est arrivée là. Et faire la même chose en fait. Parce que au final c'est en faisant ça que tu vas le plus progresser. Moi c'est comme ça que j'ai fait, que ce soit pour la photo, que ce soit pour la vidéo, que ce soit pour la musique. J'ai regardé des gens que j'admirais, des gens je me disais mais ces mecs sont beaucoup trop forts, jamais j'aurais leur niveau tu vois. Et j'ai bossé, j'ai juste bossé comme un taré. Par exemple Miyavi qui est un guitariste japonais, j'ai toujours adoré son style de jeu à la guitare et je me disais mais c'est impossible de pouvoir jouer comme lui, il est trop fort tu vois. Et du coup j'ai bossé, j'ai regardé comment il faisait, j'ai trouvé des tutoriels sur internet, j'ai bossé et aujourd'hui j'arrive à faire à peu près la même chose que c'est faire Miyavi. Au final ce sentiment de jalousie que j'aurais pu ressentir en me disant putain lui il est trop fort, ça m'énerve, moi j'en suis pas capable, je me suis nourri de ça pour être capable par la suite de faire la même chose. Et ensuite ça je l'ai réitéré pour la vidéo, pour la photo, pour le chant, pour tout ce que je fais dans le domaine artistique aujourd'hui en fait. Je suis pas né en sachant les faire, je les ai bossés en regardant des gens qui étaient bien plus forts que moi. Tu vois ce que je veux dire? Enfin voilà, ce que je veux dire par là, c'est qu'au final, ton sentiment de jalousie, si aujourd'hui toi tu me détestes pour ma réussite, alors déjà dis-toi que moi personnellement, je trouve pas du tout que j'ai réussi. Je suis encore au stade, allez, peut-être au stade 1, je commence à faire des trucs qui sont regardés par des gens, c'est déjà pas mal. Mais si toi de ton côté c'est ce que tu ressens, essaie juste de voir qu'est-ce que toi tu peux faire pour essayer d'améliorer tes compétences pour arriver à faire quelque chose qui se rapproche de ce que tu as envie de faire en fait, tout simplement. Enfin voilà, dans tous les cas j'espère que j'ai pu non pas répondre à ta question mais te donner peut-être des bons conseils. Alors ça m'énerve parce qu'il me reste une question à laquelle il faut que je réponde et il y a ce mec là-bas là qui est en train de cisailler la route encore une fois. Du coup on va rebouger une dernière fois et je vais répondre à la dernière question de la journée. Bon, au final, j'ai pas mal marché. Là, je suis du côté de la rivière Tsubogawa, qui est pas très loin du lac Main, qui est juste là derrière. Il y a un grand parc derrière, etc. C'est assez joli. Et du coup, écoutez, c'est ici que je vais terminer cette vidéo en répondant à la dernière question Instagram, qui est une question de Gros Baka. Merci à toi. Quelle est ta plus grosse appréhension avec la venue de Minimitsu? Alors oui, encore une fois, parce qu'il y a peut-être des gens parmi vous qui ne l'ont pas encore vu passer, mais j'ai ma petite fille qui va naître le mois prochain. Là voilà, Fanny arrive dans son dernier mois de grossesse, donc d'ici un mois, un peu plus d'un mois peut-être, je serai papa. Et je vous avoue, j'ai fait un post sur Instagram il n'y a pas très longtemps où je parlais un petit peu de mon ressenti, tout ça, parce que je suis quelqu'un de très stressé à la base. Je suis né comme ça, j'ai été détecté hypersensible quand j'étais très jeune, ce qui fait que j'ai toujours ressenti un stress par rapport à beaucoup de choses, j'ai toujours ressenti aussi un manque de confiance en moi très profond, ce qui fait que je me sens jamais vraiment capable des choses que j'essaye de faire. Je le fais quand même, c'est ça qui m'a permis de faire des choses dans la vie, mais j'ai un énorme manque de confiance en moi de base, et ça crée une forme d'anxiété, une forme même de dépression parfois qui est assez sévère chez moi. Et du coup là, ce moi qui est déjà ultra stressé, ultra anxieux de base, je me rends compte que voilà, j'ai le papa d'une petite fille. Et forcément, pour répondre à ta question du coup, ma plus grosse appréhension, c'est tout simplement, est-ce que je vais en être capable de bien m'occuper d'elle? Est-ce que je vais être capable de la rendre heureuse, d'être le meilleur des papas pour elle en fait? Alors bien sûr, je vais faire tout mon possible. Je pense que tous les papas, toutes les mamans même, qui regardent la vidéo, vous voyez exactement de quoi je parle. Là, elle est même pas encore là, que j'ai déjà envie en fait de la régaler, j'ai déjà envie de l'emmener partout, de lui faire des voyages, de lui donner la meilleure éducation possible, enfin voilà. Mais au fond de moi, j'ai un stress énorme. Et
Et ça, c'est quelque chose contre lequel je me bats de ouf, en fait. Je me bats toujours contre moi-même depuis des années et des années. C'est ça qui m'a permis d'avancer dans la vie, c'est d'aller contre ma nature qui est d'être anxieux de tout. Ça m'a permis de faire des choses dans la vie, ça m'a permis de venir au Japon à 19 ans, ça m'a permis de tenter de faire un travail que j'aimais, ça m'a permis de tenter des expériences, etc. Malgré le fait que des fois je me mets en boule et je dors pas tellement j'ai la tête qui est prise. Mais ces derniers temps, le fait de voir Fanny avec son gros ventre, le fait de sentir bébé qui bouge à l'intérieur, le fait de faire des échographies où on peut voir déjà la tête de la petite avant même qu'elle naisse et tout, c'est tout un tas de choses qui me font prendre conscience que bah ça y est, là c'est imminent, je vais être papa, je suis déjà papa. Et je me rends compte, enfin je ressens au fond de moi, il y a une force que je ne connais pas et que cette petite là, elle va savoir la débloquer. Et je me dis que peut-être que là actuellement, je me sens anxieux, je me sens stressé, tout ça, mais qu'une fois qu'elle sera là, que je l'aurai dans mes bras et que j'aurai à m'occuper d'elle dans tous les cas, je sais pas, il y a quelque chose qui me fait me dire que c'est bon. Limite, je vais oublier tous mes autres soucis et je me dis que voilà, dans tous les cas, je me donnerai à fond et puis on verra où ça m'amène. Je suis désolé, c'est peut-être un petit peu fouillis tout ce que je raconte. Là, je vous parle vraiment de manière extrêmement naturelle. J'ai pas réfléchi du tout à la question avant de vous répondre. Mais du coup, voilà, ma plus grosse appréhension, c'est certainement de me demander si je vais être capable d'être un bon papa. Mais d'un autre côté, je me rends compte que malgré le fait qu'elle soit pas encore là, elle me donne déjà une force tellement immense, elle me donne déjà un amour tellement immense que je me dis que peu importe en vrai. Je me donnerai à fond et ça devrait le faire. Et sur ce, on se retrouve donc du côté de l'aéroport de Nara. C'est la fin de mon voyage, là je vais retourner à Tokyo aujourd'hui. On arrive aussi sur la fin de cette vidéo, merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout. C'est une vidéo qui est partie un petit peu dans tous les sens, c'est très différent des Dinomitsu que je fais d'habitude. Mais écoutez, j'espère que ça vous a plu, moi je suis assez content d'avoir enfin pu vous amener dans un endroit qui n'est pas Tokyo, etc. pour ce genre de vidéo. J'avais vraiment envie d'essayer de marquer le coup pour le dernier Dinomitsu de l'année. Dites-moi dans les commentaires si j'ai réussi ou pas, vraiment, ça me ferait super plaisir de le savoir. Et sinon, bah écoutez, encore une fois merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, je compte sur vous pour le pouce en l'air, le commentaire, l'abonnement, bientôt les 150 000 abonnés, je compte sur vous d'ici la fin de l'année. Partagez la vidéo aussi, bien sûr, essayez de la partager autour de vous. Et puis bah écoutez, dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Donc sur ce, encore une fois, merci beaucoup à tous, je vous fais des énormes bisous. C'était Mitsu, bye.